Bonjour à tous. Voilà, donc je suis en charge d'un exposé introductif à la journée. Enfin, ça ne veut pas dire que je vais rebalayer toutes les thématiques forcément qui seront abordées, mais quand même un certain nombre d'entre elles. Mais c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu sur l'historique du groupe mis en place. Et puis j'évoquerai aussi au passage la perception que le public peut en avoir aujourd'hui. Alors donc, quelques constats qui étaient scientifiques, qui étaient à l'origine du GIEC, d'abord, pour commencer, et le plus simple, c'est de les extraire déjà du premier rapport du GIEC qui a été publié en 1990, sur les trois thèmes qui sont typiquement balayés dans le rapport, en tout cas celui sur les bases scientifiques du changement climatique, à savoir qu'est-ce qu'on observe en termes de climat, qu'est-ce qu'on observe en termes de concentration de gaz dits à effet de serre, et qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur, compte tenu des évolutions présentes et à venir de ces concentrations. Alors donc, un premier constat, alors c'est en anglais parce que là, il n'y avait pas eu de traduction dans un résumé pour décider en français, à cette période-là, en 90. D'abord, un premier constat sur le réchauffement lui-même, qui était évalué à 0,3 à 0,6 degrés sur les derniers 100 ans, et à l'appui de cela, une courbe qui ensuite se complète aujourd'hui, mais qui est basé sur le travail ici d'un même institut qui est le Climate Research Unit de l'Université d'East Anglia, et puis sont venus depuis se rajouter d'autres groupes, deux groupes américains et un groupe japonais, pour reconstruire la température moyenne de la planète à partir des observations disponibles. Donc déjà, on pouvait évidemment faire le constat d'un réchauffement avéré. On faisait comme constat aussi que les émissions résultant des activités humaines étaient en croissance. Et déjà, les gaz étaient identifiés, il s'agissait du dioxyde de carbone, du méthane, des chlorofluorocarbones et de l'oxyde nitreux, c'est-à-dire ça c'est plus un anglicisme. Les observations des concentrations de ces gaz, on les avait sur quelques points de mesure, en particulier pour le CO2, grâce à des observations qui sont faites dans l'atmosphère sur le site de Mauna Loa depuis la fin des années 50. Et donc, avec cette fameuse courbe de Killing, parce que c'est le premier auteur de cette publication, cette courbe, là aussi, s'est complétée, et vous la connaissez sans doute, elle suit la même croissance aujourd'hui. Et puis, double observation, donc, pour autant, pas de lien à ce moment-là entre l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre et le réchauffement, en tout cas, pas de lien démontré, pas de lien avéré, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, pour le futur, donc il était également affirmé à ce moment-là, l'expertise conduisait à dire que cette croissance des gaz à effet de serre à venir devrait conduire à un réchauffement, et donc le rôle de la vapeur d'eau était d'ores et déjà là identifié, parce que même si ce n'est pas un gaz qui est émis directement par les activités humaines, du fait des activités humaines, les concentrations de CO2 augmentent, ce qui réchauffe les océans en particulier, donc augmente l'évaporation et donc augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui a pour effet d'accroître les effets des émissions initiales. On pense même qu'on double les effets de l'émission de CO2 du fait de cet effet induit de l'augmentation de la vapeur d'eau. Alors, à l'appui de cette affirmation-là, déjà des modélisations, des résultats de modèles, les premiers modèles climatiques datent pratiquement de l'avènement des premiers modèles de prévision météorologique, c'est-à-dire la fin des années 40, début des années 50, avec l'utilisation des premiers calculateurs programmables. Disons que les premières simulations du climat affecté par les activités humaines, elles datent plutôt des années 80, avec en particulier, là une figure qui est extraite là encore du premier rapport du GIEC. C'est pas très lisible, c'est juste une figure un peu prétexte pour montrer qu'on avait déjà à ce moment-là des estimations de l'impact sur la température d'un doublement de la concentration des gaz carboniques, parce que c'était à cette époque-là la seule chose qu'on savait vraiment faire. On ne savait pas simuler des scénarios plus réalistes d'évolution continue des concentrations. Donc on se plaçait dans un climat différent, consistant à un climat dans lequel la concentration du CO2 était doublée, comparé au climat actuel, et donc des cartes de température, s'il y a trois cartes qui correspondent à trois modèles différents, trois modèles américains à cette époque-là. Voilà, donc on avait déjà ces constats, et ces constats, ils étaient venus de travaux scientifiques, donc, qui sont réalisés à partir surtout des années 50, 60, 70, 80,
Et donc, je vais juste indiquer ici, après, les quelques dates clés de la mise en place de l'organisation de l'expertise, donc partant du constat de l'alerte donnée par ces scientifiques, qu'est-ce qui a fait qu'on soit arrivé à la création du groupe, du GIEC. Alors, une date clé, bon, certainement il y en a d'autres, mais en particulier celle-là, c'est la première conférence mondiale sur le climat organisée par l'Organisation météorologique mondiale. Et c'est la première, disons, à avoir tiré vraiment le constat de ce que l'on savait sur les évolutions du climat. Et c'est ce qui a conduit à la création du programme de recherche mondiale sur le climat, le PNRC pour ceux qui connaissent. Et puis, 1985, une conférence scientifique aussi, donc qui est la première au cours de laquelle il y a eu un consensus sur le futur du réchauffement. À ce moment-là, on disait que le réchauffement pouvait être inégalé par rapport à ce que l'homme avait pu connaître. Si on laissait donc aller les concentrations de gaz dans l'atmosphère, mais il n'y avait pas encore de recommandations chiffrées pour l'atténuation. Par contre, on disait qu'il fallait s'organiser effectivement pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est la première proposition, elle a été faite plutôt en 1988 à cette conférence de Toronto, où pour la première fois une recommandation chiffrée a été donnée, et elle consistait à dire qu'il fallait réduire, pour essayer de réduire les effets de réchauffement des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait en réduire la concentration de 20% à l'horizon, en 1988, donc par rapport à cette date-là, le réduire de 20% à l'horizon 2005. Et on n'en est pas arrivé effectivement à ça, mais en tout cas, c'était la première fois qu'on s'essayait à faire des estimations chiffrées de ce qu'il faudrait faire pour atténuer le changement climatique. Et puis, donc, très important, bien entendu, cette conférence de Toronto, parce que c'est vraiment elle qui a été la conférence de lancement du GIEC, de la création du groupe d'expertise, sous l'égide de l'OMM et du Programme national des Nations Unies pour l'environnement. Alors, dès le départ, quel était le rôle affecté au GIEC? Donc, c'est un groupe d'expertise et pour mission d'évaluer les informations scientifiques, techniques et socio-économiques sur le changement climatique. Et ça concerne à la fois les connaissances de base, ça concerne aussi l'analyse des impacts, des effets du changement climatique, et également quelles sont les stratégies que l'on peut envisager pour s'adapter au changement climatique et pour l'atténuer. Alors les documents qui sont produits par ce groupe, on va le revoir plus tard, sont soumis à un contrôle scientifique par des pairs, mais originalité de ce groupe-là, c'est qu'ils sont soumis aussi à un examen par les gouvernements. C'est un mode finalement d'appropriation des résultats de la communauté scientifique par les gouvernements. C'est ce qui en fait l'essentiel de l'originalité. Parce que les rapports d'experts scientifiques, évidemment, il y en a dans bien d'autres domaines. Alors, je vais passer très vite sur l'organisation et le fonctionnement du GIEC, parce qu'il en sera question, Eric en particulier reviendra là-dessus, juste simplement pour poser les bases des composantes essentielles de cette organisation. La première, c'est la réunion plénière qui rassemble les délégués des différents pays qui constituent le GIEC, donc 195 pays membres en fait. Et donc, cette conférence plénière a lieu au moins une fois par an, c'est elle qui décide des grandes décisions. Alors, donc, en particulier, la rédaction des rapports, ça, Eric reviendra là-dessus. Le bureau lui-même, c'est une instance aussi majeure dans l'organisation, 34 membres aujourd'hui. Ils sont élus par les représentants du gouvernement et eux donnent des lignes directrices précises. Ils les proposent évidemment aux conférences, qui les adoptent ou pas, qui en discutent. Et sur les aspects, surtout scientifiques et techniques des travaux du groupe et des avis sur les questions stratégiques. Et enfin, les auteurs, évidemment, être membre du GIEC, c'est un petit peu flou quand on dit qu'on est membre du GIEC. Les vrais membres du GIEC, on peut dire que ce sont les membres du bureau, parce que sinon, les auteurs, évidemment, sont beaucoup plus nombreux. On ne l'est que pendant un temps limité, pendant le temps de rédaction d'un rapport, éventuellement. Et donc, ce sont les auteurs qui sont réunis en 3 groupes de travail, donc il reviendra, et une équipe spéciale pour les inventaires nationaux du gaz à effet de serre dont Eric a parlé tout à l'heure. Alors, sur quel document est-ce que les experts se fondent
pour rédiger leur rapport. D'abord, en premier lieu, c'est bien sur les documents qui se fondent. Ils ne réalisent pas par lui-même des recherches, n'exploitent pas les modèles, le GIEC, ils ne réalisent pas de mesures, donc il s'agit bien de s'appuyer sur des documents. Et ces documents, dans ces documents, l'accent est mis sur des études qui sont réalisées par des pairs, qui ont bénéficié d'un examen par des comités de lecture, et qui sont diffusés à l'échelle internationale. En principe, les documents en plusieurs langues peuvent être évidemment aussi exploités. Et puis, mais il peut aussi s'agir de rapports qui sont établis par les pouvoirs publics, des entreprises, des organismes de recherche, des organisations. Il faut voir si en pratique c'est vraiment réalisé. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le volet 1, que le dire, sur les bases scientifiques du changement climatique. C'est basé essentiellement là sur la littérature scientifique, évaluée par des pairs. Par contre, dans le groupe, quand on consulte les références du rapport du groupe 2 sur les impacts de l'adaptation ou sur le rapport du groupe 3 sur l'atténuation, on trouve bien des références qui sont de cet ordre-là, de ce type-là, peu nombreuses, mais il en existe quand même, qui ne sont pas des revues, des documents, des articles de revues scientifiques évalués par un comité de lecture. Alors, pour continuer sur cette introduction, je vais maintenant revenir sur c'est toujours un petit peu quand même l'aspect historique, mais pour montrer en quoi certains messages qui ont été communiqués au fil des rapports par le GIEC ont pu être pour certains finalement relativement récurrents et avec certaines difficultés à faire finalement progresser la connaissance sur certains sujets, et à l'inverse d'autres sujets qui ont beaucoup évolué. Alors je vais reprendre des messages que j'avais présenté cela déjà en 2015. Donc finalement c'est pour ça que ça s'arrête là en 2013, mais je présenterai la suite un petit peu plus tard. Donc sur ce diagramme, on voit les dates des différents rapports apparaître, mais aussi les dates des conférences scientifiques qui sont appuyées sur les résultats de ces rapports. Et donc en particulier la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est appuyée sur la publication du premier rapport en 1990 et une version un petit peu plus précise sur ce qu'on appelle le forçage radiatif en 1992. Donc, un ensemble de 2 rapports. Donc il est délégué à cette conférence de Rio que vous connaissez, a formulé un objectif qui est de limiter, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Alors évidemment, cela a posé beaucoup de questions aux scientifiques. Que veut dire une perturbation dangereuse du système climatique? Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais justement, le rôle des scientifiques, c'était aussi de préciser ce que cela pouvait vouloir dire. Ensuite, un autre rapport a eu un rôle important. C'est le rapport, le 3e rapport de 2007, qui a servi finalement de base à la conférence de Copenhague, dont on a dit que c'était un échec. Ce n'était pas un échec complet, puisque c'est quand même à cette conférence qu'a été décidé de se fixer un objectif de stabilisation du climat, du réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Donc c'est la première fois que c'était formulé comme étant un objectif international. Bon, il y a eu aussi la création du Fonds vert, mais il y avait en tout cas ce premier objectif dont je parle. Et premier objectif dont on peut essayer de retracer l'origine, donc une publication récente qui la trouve dans une conclusion d'un Conseil européen en 1996 qui a pour la première fois formulé ce 2 degrés. Ça pour dire que 2 degrés, ça paraît aussi quelque chose qui est difficile à déterminer, finalement, est-ce que cela veut dire qu'au-delà de 2 degrés, donc on serait dans des conditions absolument catastrophiques, et en deçà, au contraire, ce serait un climat tout à fait supportable. Je vais y revenir par la suite. En réalité, c'est surtout un objectif politique qui s'est appuyé quand même sur les résultats scientifiques, mais c'est un objectif de la communauté internationale depuis 2009. Alors maintenant, juste un petit point sur des rapports que l'on mentionne rarement, mais beaucoup moins souvent en tout cas, que les rapports d'évaluation sont beaucoup moins connus, ce sont les rapports spéciaux. On en parle peut-être davantage maintenant, je en parlerai tout à l'heure. Et donc, il y en a eu quand même déjà une dizaine qui ont été publiés, donc en particulier sur l'impact de l'aviation, sur les concentrations de gaz à effet de serre, sur les scénarios d'émissions, les énergies renouvelables, je ne vais pas toutes les citer. Peut-être un qui a plus attiré d'ailleurs sûrement votre attention, un rapport sur les événements extrêmes en 2012.
Et donc ces rapports sont évidemment tous accessibles sur Internet et donc on traitait un certain nombre de sujets de manière plus approfondie et embrassant l'ensemble des compétences des experts scientifiques, c'est-à-dire ceux qui pouvaient apporter des connaissances, ceux qui pouvaient traiter les questions d'adaptation, ceux qui pouvaient traiter les questions d'atténuation. Cela dans un seul et même rapport. Donc ce qui en fait aussi l'intérêt. Et puis, alors donc, au fil de la production de ces rapports, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais insister sur les questions finalement, enfin une question, parce qu'il y en a tellement, mais elle a été justement celle-là évoquée par Eric, une question qu'on peut considérer comme étant assez robuste et qu'il est difficile de traiter, en ce sens qu'il est difficile de traiter, et c'est celle de la sensibilité climatique, c'est-à-dire l'évaluation du réchauffement planétaire dû à un doublement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, et pour preuve que l'estimation qui a été donnée de ce réchauffement en 1990 était entre 1,5 et 4,5 degrés, et au fil des différents rapports, c'est exactement la même fourchette qui est mentionnée jusqu'à ce qui a été publié récemment dans le 5e. Donc c'est un point dur qui est lié aux difficultés de la modélisation climatique, en particulier le rôle des nuages sur le transfert radiatif, mais pas seulement, mais enfin, c'est un des aspects les plus importants qui explique la largeur de cette fourchette d'incertitude. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des pistes pour essayer de mieux contraindre cette sensibilité climatique sur les observations du passé. Et également, enfin, une autre piste qui est d'essayer de la contraindre sur ce que l'on sait du fonctionnement du système climatique, dans les couches limites en particulier de l'atmosphère, dans les zones de couverture nuageuse basse au-dessus des océans tropicaux. Voilà. Donc ce sont des régions clés et donc on commence à avoir des pistes pour essayer de mieux contraindre cette sensibilité maintenant, donc on en saura plus dans le prochain rapport bien sûr. Et puis par contre des messages qui ont fortement évolué au cours du temps, c'est les messages sur l'attribution des causes du changement climatique, puisque si en 90, comme je le disais, il n'était pas possible de faire le lien entre l'observation de l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température, il était simplement indiqué dans le rapport qu'il faudra attendre au moins une décennie avant de détecter l'accentuation de l'effet de serre à partir de l'observation. C'était ce qui était aussi répété en 1992. Et ça s'est avéré vrai parce qu'il a fallu à peu près une dizaine d'années pour apporter les premiers éléments de preuve d'un lien avec une influence perceptible en 1995, dans le deuxième rapport. Dans le troisième, il était indiqué qu'il était probable 2 chances sur 3 pour que le réchauffement des 50 dernières années puisse être attribué aux activités humaines, puis c'est devenu très probable dans le 4e rapport et jusqu'à extrêmement probable dans le dernier, donc plus de 95% de chances, une probabilité d'experts, basée sur l'accumulation des preuves, l'accumulation des résultats de simulation numérique, et pas simplement l'analyse de la température de surface de la Terre, mais aussi les températures dans l'océan, la réduction des couvertures de glace, l'augmentation du niveau de la mer, etc. Alors, et puis, dans les progrès accomplis, il y a aussi la façon de mieux croiser finalement les expertises des scientifiques, ceux qui apportent les connaissances de base et ceux qui étudient la question de l'atténuation, ici en particulier, au travers de diagrammes qui sont extraits du rapport, je pense qu'il doit être dans le 3e volet du rapport du 5e rapport du GIEC, mais surtout dans le rapport de synthèse, et qui montre que finalement, on sait maintenant estimer de combien il faudrait réduire la quantité, et ça aussi Eric l'a évoqué, de combien il faudrait réduire la quantité de CO2 pour arriver à un certain objectif chiffré en termes non seulement de température, mais aussi les risques auxquels on s'expose avec ce réchauffement qu'on se fixe comme objectif. Alors, en particulier, le 2 degrés qui est ici, mais on sait que ça peut se traduire pour certains systèmes menacés, déjà par des risques très élevés. Vous avez l'échelle qui est indiquée de couleur ici, indétectable à très élevé. Pour certains systèmes menacés, comme par exemple les coraux, qui dès le 1er degré, finalement, sont très affectés par le changement climatique. Et à l'inverse, les événements singuliers de grande échelle, c'est par exemple une fonte irréversible de la calotte groenlandaise, c'est avec un niveau de réchauffement plus important que cela devient un risque élevé, très élevé. Donc on voit qu'il y a toute une gradation en fait, de risques et non pas un seuil de 2 degrés à partir duquel voilà, tous les risques seraient bien négligeables et deviendraient très importants de la 2 degrés. On voit que suivant le système que l'on considère,
évidemment, l'échelle n'est pas la même. Mais cet objectif de 2 degrés, donc on peut ensuite, puisqu'on peut le traduire en quantité possible d'émissions de CO2 cumulées depuis le début de la période industrielle, donc là, pour le 2 degrés, le diagramme montre avec une certaine certitude, bien sûr, que c'est autour de 3000 gigatonnes de CO2 émis par les activités humaines, équivalent CO2. Bien, donc ça veut dire que pour atteindre cet objectif, il faudrait réduire de 50%, autour de 50%, les émissions telles qu'elles étaient en 2010 à l'horizon 2050. Ça, c'est le genre de proposition que l'on trouve dans le rapport. Donc, réduction des gaz à effet de serre, bien sûr, avec une fourchette là, qui dépend de l'incertitude des modèles, de l'incertitude évidemment liée au cycle du carbone aussi, également. Donc, il faudrait réduire de 40 à 70% pour la fourchette probable en 2050, comparé à 2010, les niveaux d'émissions pour atteindre cet objectif de 2 degrés. Alors, petit point, cette phrase aurait pu se retrouver dans le rapport jusqu'à assez tard, elle était dans le projet de texte de l'accord de Paris, finalement, elle a été retirée à la demande aux suites de négociations avec certains délégués. Voilà, donc c'est quand même, après, la façon dont les gouvernements reprennent en compte, évidemment, dépend de leurs décisions à eux. Les scientifiques apportent l'information, ce n'est pas eux qui font les recommandations. Donc je voudrais évoquer la perception, comme je le disais tout à l'heure, que le public avait du GIEC, cette introduction générale. Là, je m'appuie, je crois qu'il y a quelques personnes de l'ADEME dans la salle, en tout cas je les ai vues sur la liste des participants. Donc l'ADEME fait une enquête très intéressante depuis plus d'une dizaine d'années. Donc elle pose toujours les mêmes questions, c'est ça l'intérêt, pour voir comment évolue l'opinion. Alors il y en avait une, je crois qu'elle est plus posée maintenant, mais donc ça c'est le constat de 2012, qui était est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler du GIEC? Et on se rend compte qu'en fait, il y a 80% des personnes interrogées qui répondent non, je n'ai pas entendu parler. Voilà, donc ça encourage une certaine forme d'humilité, mais si le GIEC n'est pas connu, ça ne veut pas dire que les messages qui sont portés sur le changement climatique ne sont pas perçus. Alors justement, les courbes qui suivent montrent que l'opinion a évolué au cours du temps, mais qu'il y a quand même au moins 2 tiers des Français à peu près qui considèrent que le changement climatique est effectivement une certitude maintenant pour les scientifiques, alors qu'il y en a encore, bien sûr, donc 1 tiers, qui pensent que ce n'est qu'une hypothèse des scientifiques. Et alors vous voyez l'évolution de cette courbe avec en particulier ce qu'on a appelé la vague climato-sceptique 2009, donc qui résultait du niveau d'exposition qui était donné à des thèses climato-sceptiques. Mais finalement, très récemment, on est revenu au niveau antérieur à celui qui a précédé, à la date fin 2008. Alors donc, juste un petit peu en conclusion sur cette étude, les figures que j'ai montrées, mais d'autres aussi, c'est qu'il y a 2 Français sur 3 qui considèrent que le changement climatique, on vient de le voir, est une certitude pour les scientifiques, et il y en a 3 sur 4 qui, personnellement, pensent que le changement climatique est causé par les activités humaines. Et aux États-Unis, c'est 60%. Vous devez être un peu prudent parce que j'ai remarqué que la somme de pourcentage ne fait pas 100% sur l'étude américaine. Et donc ça veut dire qu'ils ont compté les sans-opinion. Il semblerait qu'au contraire, dans l'étude de l'ADEME, les sans-opinion n'aient pas été comptabilisés. Enfin, en tout cas, les chiffres qui sortent sont hors, en enlevant la partie des personnes qui ne donnent pas d'avis. Et donc, il faut relativiser ces chiffres. Finalement, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre l'opinion américaine et l'opinion française. Donc, ces avis ont évolué au cours du temps, on l'a vu, avec la vague climato-sceptique, j'en ai parlé. Et c'est d'autant plus important de regarder quand même cet indicateur-là, enfin et d'autres, bien sûr, d'autres études sociologiques, parce que des articles ont pu montrer qu'il y avait bien un lien entre la perception par l'opinion du consensus scientifique, de l'attribution du changement climatique aux activités humaines par l'opinion et le soutien aux actions politiques. Voilà, donc je termine avec juste l'évocation du futur, mais Eric y reviendra, je pense. Donc ce sont les prochains rapports du GIEC, avec l'arrivée de nouvelles dates. Donc l'accord de Paris, c'est déjà passé, mais avec une première conclusion à l'accord de Paris qui est le renforcement de ce qui avait été dit déjà après la COP15, il faut essayer d'avoir un objectif nettement en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, tendre vers 1,5 degré, et avec une commande, c'est la première fois,
des délégués au GIEC pour qu'ils réalisent un rapport sur le réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré, parce qu'il n'était pas inclus, dans ce scénario-là n'était pas inclus dans le 5e rapport du GIEC. Les scientifiques se sont interrogés, mais finalement, ils n'ont pas très longtemps, et ils ont finalement convenu que ce rapport avait un intérêt aussi pour faire un certain bilan, pour faire un bilan de certains résultats scientifiques, et au-delà de ce simple objectif 1,5 degré. Et donc le rapport, il est en cours d'écriture, presque de finalisation, je dirais, parce qu'il va être publié, va être la deuxième version du brouillon est achevée, et donc il sera publié en septembre prochain. En septembre l'année prochaine, c'est un rapport spécial, le type de ceux que je mentionnais tout à l'heure. 2 autres rapports spéciaux sont également programmés. Un sur la cryosphère, c'est la partie gelée de la croûte terrestre, donc les glaces, la neige, mais aussi le niveau de l'océan sera traité dans ce rapport et sera publié donc lui aussi en septembre, mai de l'année prochaine, et à la même date, ou à peu près, un rapport sur le changement climatique et les terres émergées. Donc ces rapports spéciaux précéderont le rapport prévu, le 6e rapport en 2021-2022, avec l'étalement des différents volets, les bases scientifiques en 2021, les impacts, l'adaptation et l'atténuation en 2022, un rapport de synthèse également. Et je mentionnais 2023 parce que ce sera la COP 29 qui est déjà mentionnée dans l'accord de Paris comme étant celle du premier bilan des mesures, des engagements pris par les États, et comme c'est écrit, la phrase qui est extraite de l'accord de Paris, et il est indiqué aussi qu'après ce premier bilan, il y aura un bilan tous les 5 ans, et ça peut vouloir dire que ce calendrier-là, plus politique, en tout cas au niveau gouvernemental, pourrait avoir une influence sur le calendrier de production des rapports. Suivant, rapport R6. Voilà, donc juste 2 points de conclusion, toujours dans la suite de la COP21, bien évidemment le paysage international a changé, d'ailleurs après les 20 ans de Rio, Rio plus 20, donc ont émergé les objectifs de développement durable, donc ce sont évidemment des sujets aussi importants qui ont été soulevés, on a parlé de la biodiversité tout à l'heure. Donc la question qu'on peut se poser, quel va être le lien entre les différentes expertises, entre les différents objectifs de développement durable, donc l'IPBES par exemple, donc à l'exemple du GIEC, ses propres rapports d'expertise, il y a des scientifiques qui travaillent à la fois sur l'un et sur l'autre, les liens sont relativement étroits. Il faut se poser la question pour d'autres sujets comme la santé, tous les objectifs du développement durable qui ont été mentionnés. Et puis, autre sujet, mais qui sera aussi peut-être abordé au cours de la discussion, c'est la territorialisation des conclusions de la COP21, on peut dire. Donc, l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui se traite à une échelle locale, régionale. Et donc, il ne suffit pas de disposer des conclusions du rapport du GIEC pour avoir des indications d'action à mener au niveau d'un territoire. Et donc, il y a un exemple vraiment parfait de ce qui a pu être réalisé à l'initiative d'Hervé Le Treut avec la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on en est maintenant au 2e rapport qui vient juste d'être publié, donc il a été lancé au début de ce mois à La Rochelle, un rapport sur l'adaptation au changement climatique de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'était le premier. Et donc, il y aura évidemment l'occasion de revenir cet après-midi là-dessus. Voilà, je vous remercie.